Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Il y a une petite fenêtre de chat à droite sur laquelle vous pouvez confirmer que vous nous entendez et dans laquelle vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. Bonjour Valentin, bonjour Manon. Super, ben, on est très contente, Laurine et moi, de passer la prochaine heure avec vous. L'objectif de cette session, c'est de vous donner des tips activables pour bien piloter ou mieux piloter, disons, la rentabilité de votre restaurant en prenant en compte des facteurs externes, type l'inflation, dont évidemment on va parler, mais aussi des facteurs internes sur lesquels vous avez davantage la main. Tac. Donc, on va commencer par se présenter très rapidement, Laurine et moi. On va ensuite faire un petit zoom sur l'inflation et les conséquences qu'elle a sur les business de la restauration. Et ensuite, on fera un focus avec Laurine pour regarder sur les coûts, vous partager des conseils très concrets, très applicables sur les coûts, comment est-ce qu'on peut les optimiser au mieux. Et ensuite, moi, je vous partagerai des conseils pour euh, impacter la rentabilité par le haut, donc comment générer plus de revenus avec plus de clients. Et ensuite, on conclura cette session de webinaire. Salut Peggy. Donc, qui on est? Donc, moi, je suis la cofondatrice de Malou. On est une société qui aide les restaurants à améliorer leur visibilité en ligne pour acquérir plus de clients. Et je suis très contente d'avoir avec moi Laurine, qui est, je pourrais t'appeler la reine de LinkedIn, mais je pense que tu vas me reprendre si j'emplace ces termes-là. Donc, je vais te laisser te présenter, Laurine. Oui, du coup, j'avais adoré dans ton post, tu avais mis la Queen. J'ai trouvé ça trop drôle. Donc moi, je m'appelle Laurine et je suis consultante en gestion de restaurant. Je suis consultante indépendante, donc je travaille toute seule tous les jours avec des restaurateurs et des restauratrices, avec un focus sur la restauration indépendante. Donc aujourd'hui, on parlera de la restauration au global, mais sinon, dans mon day-to-day, c'est des petites entités avec qui je collabore. Et je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. C'est mon premier webinaire, donc soyez bienveillants. Toujours gentil, t'inquiète. Trop cool. Euh, Et Malou, la slide venait après. Donc rapidement, on va passer le slide sur nos deux activités. Donc Malou, on a développé une solution qui permet aux restaurants de piloter leur visibilité en ligne sur toutes les plateformes et de l'améliorer. Et à côté de ça, on a des experts qui accompagnent les restaurateurs pour pouvoir l'améliorer. Euh, et Laurine l'a expliqué. Elle aide à la fois les entrepreneurs de la restauration et leurs équipes à être plus efficaces pour avoir un business heureux avec des gens qui sont heureux d'y travailler. On va commencer pour comprendre un petit peu qui est parmi nous. Vous allez avoir des petits sondages. Vous avez des petits sondages, je vais les publier, ouais, pour savoir qui vous êtes. Donc, ça va apparaître normalement à droite. Euh, donc, sur qui vous êtes, sur la perception que vous avez de la rentabilité de votre restaurant. Euh, Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Je vous les publie au fur et à mesure. Je vous laisse cocher. Dites-moi si vous ne les voyez pas. Normalement, ça apparaît à droite. Pas beaucoup de questions. On a 4 ou 5. Est-ce que vous voyez bien les Moi, questions? j'y ai accès, mais je crois que c'est pas à moi de répondre. Oui, Peggy, je te partage le LinkedIn de la Queen tout de suite. On ne peut pas Si je cocher. ne vois pas. Attendez, je regarde. Alors, c'est pas à droite du chat, c'est à gauche de l'icône de chat en bas. Si c'est pareil sur l'interface. Ouais, je vois qu'en plus, certains ont commencé à répondre. Donc, normalement, ça doit marcher. Est-ce que tu veux que je mette un petit screenshot des icônes peut-être? Oui, peut-être. Ouais, c'est une bonne idée. Normalement, vous avez je ne sais pas quand on est participant, mais sondage, questions et chat. On ne peut pas cocher, Maxime. Ah, Comment c'est possible? C'est la première fois que ça me fait ça. alors, moi, je vais essayer de vous partager là. Il y a 9 votes à peu près, donc je pense que certains arrivent à les voir. Ouais. Est-ce qu'on a le même interface de notre côté et de votre côté? Je Je crois sais pas. pas. Ah, ok.
C'est bon. Ok, super. Donc, c'est assez rapide. En plus, c'est du QCM, donc il n'y a pas trop besoin de rédiger. L'objectif, c'est de comprendre qui vous êtes, quels sont vos enjeux et comment vous vous situez en termes de rentabilité. Ça nous permettra d'aiguiller. On ne va pas refaire les slides en live, mais en tout cas, ça nous permettra d'aiguiller le discours au fur et à mesure. Tu veux prendre la main, Laurine? Ouais, carrément. Et du coup, c'est trop cool de voir les réponses au sondage au fur et à mesure s'afficher. Donc, je pense que nous allons satisfaire votre curiosité. Alors, du coup, donc je sais, est-ce que tu avais envie d'annoncer ce sujet, donc ou si tu veux, je me lance. Vas-y, vas-y. Non, Ouais, tu ok, ça marche. Donc, le contexte de la gestion de restaurant aujourd'hui est vraiment particulier. Il s'est complexifié au fil du temps. C'est pas forcément une résultante de la crise du Covid, c'est pas forcément uniquement une résultante de l'inflation, même si ce sont des choses dont on va beaucoup parler aujourd'hui. C'est un petit peu une accumulation de facteurs qu'on est en train de se manger dans la tronche tout en même temps. Donc, gérer un resto n'a jamais été aussi complexe que ça l'est aujourd'hui. Notamment quand on voit les chiffres du coup que Louisa t'avait mis sur cette slide, 6%, donc hausse de l'inflation sur un an, 17% la hausse de l'énergie, et ensuite 94% des restaurateurs qui constatent des conséquences directes sur leur activité. Donc aujourd'hui, ce que moi je vais vous proposer, c'est on va pas faire une masterclass comptabilité, gestion des coûts et tout, parce que je pense que, en tout cas, je vois dans vos réponses sur le sondage que beaucoup d'entre vous ont déjà une notion approximative des résultats de leur gestion des coûts. Mais moi, ce que j'ai envie de vous apporter vraiment, c'est un regard frais sur la situation et aussi peut-être un nouvel angle de perception. Alors, les prix ont beaucoup augmenté et même si ça semble se tasser, la tendance reste haussière. Au-delà du fait qu'elle est haussière, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va changer. Donc, la stratégie de je m'accroche et j'attends que ça passe, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Il faut prendre les choses en main. Ce que je vous propose, c'est une stratégie que je vous ai déclinée sur la partie droite de la slide qui commence par apprendre à faire autant avec moins. Donc, c'est un concept dont on va beaucoup parler dans un instant. Et après, je vais vous décliner un peu en sous-stratégie comment est-ce qu'on fait autant de résultats avec moins de ressources. Donc, en protégeant la marge, en étant autonome sur la gestion des coûts, en utilisant le menu en levier. Et ensuite, on va aussi parler de sujets comme la marque employeur, qui est un terme qui fait flipper tout le monde. Aujourd'hui, on va le dédramatiser. Et je vais aussi vous parler d'investissement dans de la croissance sécure. Je me lance. Qu'est-ce que ça veut dire faire autant de résultats avec moins de ressources? Quand je parle de résultats, je parle, donc quand on regarde à gauche sur la slide, je parle de faire autant de chiffre d'affaires, donc c'est du volume d'affaires, et de faire autant de marge. La marge, c'est littéralement le bénéfice que vous allez tirer de votre chiffre d'affaires. Dans un complexe aussi sportif et clairement, on va se le dire, challengeant qui est aujourd'hui, comment on fait autant de volume d'affaires? Premièrement, grâce à une image de marque forte. Donc, ça veut dire qu'une bonne image de marque pour votre restaurant, en tout cas sur laquelle vous allez communiquer, vous allez véhiculer des valeurs, une vision, et c'est des choses dont on parlera après, vous avez plus de chances de tracter des clients qui aujourd'hui, et c'est aussi un des sujets dont on parlera dans un instant, sont un petit peu plus réticents à venir consommer au restaurant parce que eux aussi se mangent l'inflation en pleine dent dans leur ticket moyen. Donc, on fait autant de CA avec une bonne image de marque, donc de l'attraction client. On fait autant de CA avec un bon parcours client. Donc, un bon parcours client, c'est cohérent. Ça veut dire qu'on va travailler à limiter les irritants et les ambiguïtés sur le parcours de votre client. Sachant que le parcours client, c'est pas que dans le restaurant, ça se passe en ligne, dans vos vitrines en ligne, donc type votre site internet, vos réseaux sociaux. Ça se passe sur place et ça se passe avant que le client vienne, pendant qu'il est là et après qu'il parte. Le parcours client, ça englobe tous les moments auquel votre client pense à vous. Donc, il doit être optimisé. Ensuite, on va parler du discours de vente. Si vous avez 20 clients qui dépensent 20 euros, c'est trop bien. Si vous avez 10 clients qui dépensent 50 euros, c'est mieux, c'est plus rentable. Donc, comme on est aujourd'hui en train de parler dans une logique de rentabiliser, le discours client, c'est un de vos leviers hyper accessible pour augmenter votre ticket moyen et vous le verrez sur la slide d'après. Ensuite, on va chercher aussi à faire autant de marge. Donc, comment on fait autant de marge? Déjà, on regarde vos KPI. Vos KPI, c'est vos indicateurs clés de performance. Ça veut dire que ce sont les métriques que vous allez utiliser pour mesurer le succès de votre restaurant. Et je pense que vous serez surpris des KPI que je souhaite
recommander aujourd'hui. Les KPI, c'est quelque chose, si vous tapez demain ou tout à l'heure sur Google KPI succès restaurant, vous allez avoir des centaines de pages de blog, des centaines de KPI, vous allez être noyé sous la masse d'informations. Il n'y a pas de mauvais KPI. Tout est intéressant de regarder. Par contre, aujourd'hui, vous avez besoin de vous concentrer sur certains KPI qui sont vos KPI de rentabilité. Donc, on les verra dans un instant. On parlera aussi de la routine de gestion et on parlera de votre équipe qui va soutenir votre stratégie. Parce que si vous avez une équipe, c'est bien. Si elle soutient votre stratégie, c'est rentable. Et ensuite, donc pour la partie faire autant de volume d'affaires avec moins de ressources, les ressources dont je parle, c'est la première, c'est le contrôle sur le flux client. Peut-être que vous pourrez me mettre dans le chat si vous avez des restaurants et si vous l'avez aussi remarqué chez vous. Il y a une tendance en ce moment qui est que le flux client, on perd un petit peu le contrôle dessus. Donc, quand avant, vous aviez une saisonnalité très définie par rapport au flux de vos clients, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Si avant, tous les mardis midi, c'était le méga rush dans votre resto, en fait, maintenant, c'est le mercredi midi. Avant, vous cartonniez au mois de juin et là, vous avez fait un mois de juin pourri, des trucs comme ça. Le flux client, c'est quelque chose qui vous permet d'être rentable parce que si vous avez le contrôle dessus, vous pouvez aller capitaliser dessus. Si vous perdez le contrôle dessus, en fait, c'est impossible d'être bien rentable. Ensuite, vous avez moins d'employés. CF, la pénurie de candidats, dont on parlera tout à l'heure. C'est vraiment pas drôle, mais il faut apprendre à faire avec. Ensuite, moins de choix à la carte et d'amplitude horaire. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont qui ont fait ces choix, qui ont en fait commencé à alléger la sélection d'items qu'ils mettaient à leur menu et de réduire l'amplitude horaire de service. Soit c'était en réponse à un manque de ressources, soit c'était en réponse à un besoin de rentabiliser. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit plus vous faire peur et j'espère dans quelques slides pouvoir aussi vous rassurer quant à ces décisions-là. Et ensuite, le dernier point qui est pour moi hyper important et je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est faire autant de résultats avec moins d'énergie disponible. Et je ne parle pas de l'électricité, je parle de votre énergie à vous. Quand on gère un restaurant, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, c'est hyper consommateur d'énergie, surtout quand ça marche difficilement ou surtout quand on perd un petit peu le contrôle sur les opérations. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est important de le prendre en compte si vous voulez être les survivants de cette grosse vague de complexité de gestion de restaurant. J'ai conscience que le mot survivant était un peu fort, je suis désolée. Je ne voulais pas utiliser ça. Ok. Maintenant, on va parler donc de notre première stratégie qui est choisir les bons indicateurs de performance pour protéger la marge de ton restaurant. Les indicateurs de performance, j'ai évidemment pour la digestibilité du live, je les ai séparés en deux catégories. Les indicateurs de quantité, donc financiers, et les indicateurs de qualité, que moi j'appelle indicateurs expérientiels. Il faut que en fait, le point de cette slide, c'est de vous faire comprendre qu'il faut mesurer votre performance. Donc, ça veut dire que quand vous allez dire, j'ai fait un super CA, j'ai battu mon record de CA, on a fait une super journée, en fait, ça ne veut rien dire. Il faut savoir quel a été votre... Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est ratio de coût matières premières maîtrisé. Donc, quelle est votre marge? Qu'est-ce que vous avez réellement gagné en fin de journée? Faire un super CA quand on n'est pas rentable, ça sert à rien. La masse salariale, c'est pareil. Il faut savoir la mesurer. Donc, la mesurer, c'est utiliser des métriques. Soit c'est des ratios, soit c'est un nombre d'heures. Vous pouvez jouer avec ça. Mais il faut qu'elle soit planifiée et suivie. Donc, si vous avez une saisonnalité dans l'activité de votre resto et que vous devez planifier vos emplois du temps, là, potentiellement, vous partez sur une saison haute d'été si vous êtes en bord de mer. Bon, bah, n'allez pas signer 15 CDI, même si les CDD peuvent coûter un petit peu plus cher en termes de coût de contrat, des choses comme ça. Préférez ça plutôt que de vous retrouver en saison basse avec une masse salariale qui explose les compteurs. Ensuite, au niveau de la gestion des stocks, il y a quelque chose que j'entends souvent, c'est quand je demande comment se passe la gestion des stocks dans ton restaurant, c'est trop bien, on fait une bonne rotation et on ne fait pas de rupture. Pas de rupture, c'est top parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de manque à gagner, donc vous ne décevez pas de clients parce qu'il manque quelque chose. Faire la rotation des stocks au niveau de vos DLC, donc c'est quand vous faites la rotation au niveau des dates de péremption dans vos placards, dans vos frigos, c'est trop bien, mais ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est la base. Il faut que vos stocks soient suivis, il faut qu'ils soient valorisés et du coup, il faut qu'ils soient gérés. Ensuite, la qualité d'un service. J'ai fait un trop bon service. On connaît tous le feeling, le rush, les clients, ça avance bien, c'est fluide et tout. Ça, c'est un super service. Par contre, comment on mesure un super service? Il y a plein de façons de faire. Pour la partie financière, c'est par exemple le renouvellement des tables. Et de l'autre côté, et je ferai un petit wink-wink à Louisa, il y aura les étoiles Google.
de nos clients satisfaits qui nous permettent de mesurer la qualité d'un service. Donc, la qualité se mesure. Enfin, l'efficacité de l'équipe. Côté financier, j'ai un chef, il est trop bien, il est hyper rapide, il fait des super volumes en pas beaucoup de temps. Bon, bah, tout ça, c'est trop bien. Mais où est-ce qu'on peut aller, enfin, sur quel aspect de l'efficacité en cuisine on peut aller pour que vraiment le chef soit une position qui soit rentable? Par exemple, réduire la perte alimentaire. Mon chef est trop efficace, trop cool, parce qu'il a réduit la perte alimentaire de 7% depuis qu'il est en poste. Si ça vous est arrivé, je suis trop contente pour vous. Ensuite, les KPI expérientiels. D'abord, le flux client. Donc ça, c'est vraiment le volume de gens. Aujourd'hui, quand on va sur Instagram, on voit plein de restos qui mettent un peu en vidéo, genre il y a la queue au brunch, regardez, il y a une salle pleine et tout, c'est trop bien, ça donne envie. Par contre, ça nous indique en rien si le restaurant est rentable. Donc c'est trop bien de remplir ta salle, c'est trop bien que tu aies beaucoup de clients. Par contre, ce qui est rentable, c'est soit des clients fidélisés, donc ça c'est sur la deuxième ligne, soit un bon ticket moyen. Encore une fois, tu as 100 nouveaux clients, c'est trop cool, mais ce qui est rentable, c'est ta capacité à les fidéliser, à les faire revenir et à leur faire dépenser un petit peu plus que ce qu'ils avaient prévu. Comment on fait plus dépenser les clients? On leur donne confiance. Et pour ça, on récolte des étoiles et des avis sur Google. Et... Oh. Oh, t'inquiète. Et du coup, ça donne plus envie au client, ou en tout cas, il est beaucoup plus à l'aise à l'idée d'aller dépenser un petit peu plus cher. Mais bon, ça, c'est la partie Louisa, je suis sûre qu'elle pourra vous en parler. Et enfin, par rapport au KPI expérientiel, donc côté équipe, mon équipe est trop sympa. C'est un truc que j'entends tout le temps. Quand je demande à des restaurateurs comment ça se passe avec ton équipe, elle est trop sympa, c'est trop cool, les gens sont trop cool, etc. Trop bien. Une équipe sympa, ça ne paye rien. Une équipe sympa et rentable, c'est mieux. Donc, comment est-ce que tu fais pour mesurer la responsabilisation de ton équipe et son autonomie? Si tu as une équipe trop sympa, mais qui manque de bon sens et qui fait n'importe quoi dans ton resto, c'est pas rentable, en fait. Déjà pour ton énergie, parce que tu vas péter un câble. Et ensuite, au niveau de ton coût de matière première, parce que du coup, ton équipe va faire un petit peu des actions mal coordonnées. Je pense qu'on connaît tous ça, même si c'est pas la tendance générale. Ensuite, je voulais vous parler des KPI que j'appelle les KPI cachés. Donc, je les appelle comme ça parce que pour moi, c'est les KPI dont on ne parle pas assez. Et on n'en parle pas assez tout simplement parce que on prend pour raconte le fait que la restauration, c'est un boulot qui est difficile, qui est très physique, qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. Du coup, on assume que c'est censé être difficile. Par contre, si c'est trop difficile, c'est pas rentable. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi. L'ambiance dans ton microsystème de restaurateur est un KPI de performance, est un indicateur de performance, pardon. Donc, ça veut dire que ton microsystème, bon, ton écosystème, microsystème, on peut l'appeler comme tu veux, ton entourage proche, c'est ton équipe, ton comptable, tes fournisseurs, ton livreur de pain, ce que tu veux. Tous les gens qui sont dans ta sphère de restaurant. Si tu as une mauvaise ambiance, en fait, potentiellement, tu vas pas pouvoir prendre les meilleures décisions parce que du coup, tu auras moins de soutien. Donc, s'il y a quelqu'un avec qui tu t'engueules journalièrement, un fournisseur, un livreur, ton comptable, ou tu es en bataille de mails avec quelqu'un, en fait, c'est pas rentable tout simplement parce que ça va affecter ton énergie et surtout, ça va ralentir la prise de décision et donc potentiellement la rentabilité de ton resto. Ensuite, il y a ta santé physique et mentale. C'est valable pour absolument tout le monde, mais aujourd'hui, on est peut-être alors, j'ai pas regardé tous les résultats des sondages, mais en majorité d'entrepreneurs ou en tout cas de personnes qui sont responsables d'autres personnes, donc à responsabilité peut-être organisationnelle, managériale ou stratégique. La santé physique et mentale est un résultat de l'hygiène physique et mentale. Donc, si tu es dans ton resto, tu prends jamais de vacances, tu prends pas de jour de congé, tu prends pas de pause déjeuner, tu redescends de ta journée en fumant 12 clopes et en buvant 2 pintes de bière, en fait, il y a de fortes chances que tu vas pas tu vas pas tenir sur la durée, tu vas être fatigué. Et en fait, du coup, tu vas te mettre à prendre des décisions en mode réactivité. Donc, c'est-à-dire que tu vas sortir de ton plan de stratégie parce que tu vas être fatigué, que tu vas aller vers une option facile. Mais l'option facile, c'est pas toujours la plus rentable. Donc, ta santé, c'est quelque chose qui impacte directement ton restaurant. Et il y a des gens qui disent, ouais, la restauration, c'est un marathon, il faut tenir sur le long terme et tout. Franchement, les gens qui disent ça, ils disent n'importe quoi. Pour moi, c'est une série de sprints. Donc, c'est ta capacité à récupérer entre chaque sprint qui est importante. Ensuite, il y a ta flexibilité d'action. Si tu veux savoir si tu as de la flexibilité dans tes actions et du coup, potentiellement, demain, tu peux réagir facilement à quelque chose, demande-toi à quel point je me sens à l'aise de changer d'avis demain dans mon restaurant. À quel point je me sens à l'aise de dire quelque chose à mon équipe. À quel point je me sens à l'aise de faire un pivot. Si tu ne te sens pas à l'aise, ça veut dire que si demain, tu dois prendre une décision qui doit t'aider à optimiser ta rentabilité, tu ne pourras pas le faire. Donc, la flexibilité d'action, c'est quelque chose qui se nourrit
par la communication, par le management, par les feedbacks. Il faut que tu te sentes libre, même si tu es à la tête de ton resto et qu'il y a plein de personnes qui dépendent de toi. Ta flexibilité d'action, c'est hyper important. Ça va avec ce que j'appelle ton kiffomètre. Donc, ton kiffomètre, c'est quand tu prends la somme des missions que tu fais tous les jours dans ton resto, essaye de les classer un peu dans des catégories. Dans la catégorie, tu as la meilleure valeur ajoutée et c'est la mission que tu préfères. Donc, potentiellement, c'est la mission que tu dois garder, en tout cas, à laquelle tu vas être le meilleur. L'action à laquelle tu n'as pas une grande valeur ajoutée, mais tu aimes bien le faire. Donc là, tu dois te faire aider. Une action que tu n'aimes pas faire, sur laquelle tu n'as aucune valeur ajoutée, ça dégage. Donc, tu sous-traites ou tu délègues, etc., etc. C'est important d'être souvent dans ce cycle parce que du coup, quand on est à la tête d'une équipe, qu'on est à la tête d'une entreprise, on évolue hyper vite, un peu comme des Pokémon. Et en fait, c'est important que quand on passe à l'étape d'après, on se reconnecte, on se reconnecte à notre baromètre un peu kiff au travail pour se rendre compte s'il y a des missions sur lesquelles en fait on est devenu obsolète. Et donc après, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ces missions encore une fois pour servir la rentabilité du resto. Et enfin ta routine, et du coup c'est ce dont je vais te parler sur la slide d'après. Alors, la routine de gestion et de management. Pourquoi je vous parle de routine? Parce que quand on parle de gestion des coûts dans un restaurant, on parle de process, on parle d'outils, on parle de décisions, on parle de plein de choses. La routine, pour moi, c'est quelque chose qui est clé. Donc, en fait, c'est un petit peu comme une routine que tu aurais chez toi. Genre, tu mets ton réveil tous les jours à la même heure, tu prends ta douche à la même heure, tu te laves les cheveux le même jour, tu te brosses les dents à tel moment, tu manges tel petit déjeuner, tu prends le métro de telle ligne. La routine, c'est quelque chose que tu peux faire en automatique et qui ne te demande aucune énergie de réflexion et qui te demande aucune charge mentale. La gestion d'un resto, ça demande beaucoup de réflexion et ça demande beaucoup de charge mentale. Donc, la routine, créer une routine, c'est quelque chose qui va te permettre de baisser cette charge et de faire en sorte que ce soit plus la montagne de gestion d'outils, de matrices Excel, d'inventaire et des trucs comme ça, et vraiment de réduire cette charge à zéro pour que déjà tu y vois plus clair, mais surtout que tu sois beaucoup plus à l'aise pour prendre des décisions. Donc une routine, l'idée c'est de baisser ta gestion des imprévus de 80 à 5%. Ouais, de 85%. Donc, ça veut dire que sans routine, tes imprévus, ça va être 80% de ton temps. Tu vas passer 80% de ta journée à réagir. On m'appelle, il y a un mail, il y a un fournisseur, il y a un client, il y a machin qui est absent. C'est hyper compliqué. Alors que si tu mets en place une routine de communication avec des outils et qui te permet de maintenir, en tout cas de garder tes coûts en vue, tu réduiras tes imprévus et du coup, ton urgence de réaction en cas de problème. Ensuite, tu vas utiliser des outils adaptés. Donc là, ce que je vous ai écrit, c'est il n'y a pas besoin d'être fancy, juste d'avoir vos coûts bien en vue. Et quand je dis pas besoin d'être fancy, je fais un petit peu un rapport entre les outils, les solutions digitales et les solutions manuelles, genre des matrices Excel et des trucs comme ça. Selon la structure de ton restaurant, ça va être, et ton offre aussi, ça va être plus ou moins pertinent d'utiliser une solution digitale ou une solution manuelle. Ce qui est hyper important quand tu choisis un outil, c'est qu'il soit facile à utiliser. En fait, on s'en fout que tu prennes l'outil digital dernier cri pour suivre tes stocks, faire tes fiches techniques, passer des commandes à tes fournisseurs et tout. C'est trop bien si tu es à l'aise avec ça, mais c'est encore mieux si le temps de mise en place de l'outil est facile et rapide, si ton équipe, elle le prend en main facilement, rapidement et avec aise. Si c'est compliqué pour tout le monde, en fait, tu vas dépenser de l'argent pour rien, tu vas faire péter un câble à ton équipe et toi, tu vas appeler, ça arrive tout le temps, je pense, peut-être que ça arrive à Malou, je sais pas, tu vas recevoir des coups de téléphone de restaurateurs qui te disent on n'a rien compris, c'était trop nul. En fait, c'est juste que le mec avait pas le temps de l'installer et que du coup, il s'est retrouvé avec un outil qui était obsolète. Donc, des outils, il faut que ce soit facile à utiliser. Ensuite, dans ta routine, on va inclure un gros pôle qui est ton équipe sensibilisée. Donc, tout à l'heure, je t'ai parlé des indicateurs de performance au global de ton resto. Le truc, c'est que quand tu as un resto, tu as un peu une pyramide hiérarchique comme ça. À la base, tu as tous les postes qui ont des responsabilités opérationnelles. Donc, ça va être tes commis de cuisine, service, peut-être du bar et des choses comme ça. Ces équipes-là, elles servent la même stratégie que toi, donc elles vont chercher les mêmes objectifs de succès de ton restaurant. Par contre, leurs indicateurs de performance, c'est pas les mêmes. Tu peux pas juger le travail d'un serveur à la valorisation de tes stocks. Ça n'a aucun sens. Tu vas tu vas l'évaluer d'une façon différente. C'est pareil pour les postes au-dessus. Tu vas avoir des postes de chef, de manager, des trucs comme ça. Bah, eux, il faut qu'ils aient
des indicateurs de performance et du coup une routine et des outils adaptés à leur propre métrique de succès qui va être managériale et organisationnelle. Chacun à notre niveau dans un restaurant, on souhaite atteindre, enfin on doit chercher à atteindre des objectifs qui sont différents mais qui servent le même objectif final. Et ça dépend de la personne qui est en charge. Donc, si toi, tu t'attends à ce que ton équipe sache de quoi tu parles quand tu leur parles de valorisation de stock, alors qu'en fait, eux, ils veulent juste que le pain il soit livré à l'heure, ça n'a aucun sens. Et tu vas jamais les sensibiliser à la rentabilité de ton resto. Et enfin, de la rigueur. Quand on a une routine, en fait, avant d'abandonner, je la mets en place, j'essaye, je mesure mes résultats sur une période, au moins un mois. Et si au bout d'un mois, c'est pas concluant, c'était trop compliqué, je réitère et j'essaye différemment. Comme un régime summer body. Ok. Maintenant, nous allons parler de l'optimisation du food cost grâce au menu engineering. C'est un mot qui fait peur. Je pense que je sais pas ce que j'ai avec les termes compliqués. N'ayez pas peur parce que du coup, ce que je vous ai mis en dessous, c'est un petit peu le process de l'ingénierie de menu. L'ingénierie de menu, en fait, Attends, peut-être Laurine, question dans le chat. Est-ce que c'est un terme que vous aviez déjà entendu, le menu engineering? Ah oui, je suis super curieuse. Oui. Ok. Trop bien. Ah. Pas tout le monde. Ok, bon, c'est bon, on peut quand même en parler. Ça va intéresser. Le menu engineering, en gros, c'est ta capacité à influencer la commande de ton client. C'est un peu un truc de psychologie. En gros, quand ton client vient au restaurant, alors je ne sais plus quel est le chiffre, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont, je crois que c'est 109 ou 119 secondes. Ton client, il met autant de secondes à faire son choix sur ton menu. Donc ça veut dire que en 109 secondes, il va décider s'il va dépenser 7 euros ou 27 euros. Il va décider s'il est content ou s'il n'est pas content. Il va décider s'il prend un dessert, s'il prend un café, veut payer avant, quoi que ce soit. Donc en fait, l'ingénierie de menu, c'est comment est-ce que toi, tu vas influencer cette décision dès que ton client rentre dans ton resto. Donc ça commence de la création de tes recettes jusqu'à la communication que tu en fais et la façon dont tu mets en avant ton offre. Donc la première étape, c'est dépoussiérer tes fiches techniques. Ça veut dire qu'en gros, on va essayer d'avoir vraiment la main sur nos coûts de matières premières. Donc tu prends tes recettes, tu les mets dans une fiche technique. En ce moment, avec le contexte d'inflation, les coûts changent beaucoup. Donc, tu as peut-être des fournisseurs qui t'annoncent un prix le lundi, le mardi, c'est pas le même. Tu ne peux rien faire pour ça, il faut lâcher prise. Par contre, il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas lâcher prise sur tes coûts, il ne faut pas les perdre de vue. Donc, ça veut dire que si tu utilises une matrice Excel ou que tu utilises un outil digital, il faut que tu crées différentes hypothèses. Donc, si tu as genre un cheeseburger et que ton fournisseur t'a décelé qu'il avait fait des variations de prix de, je sais pas, 0,5 centimes pour le kilo d'un produit à 4 euros, il faut que tu fasses des hypothèses de recettes, genre la meilleure hypothèse et la pire hypothèse. Et dans la pire hypothèse, il faut que tu sois encore rentable. Donc, c'est là où tu vas commencer à prendre des décisions sur des recettes. Peut-être que tu vas changer des fournisseurs, peut-être que tu vas choisir des produits, peut-être que tu vas faire des petits sacrifices à certains endroits. Mais c'est important que déjà à cette étape de création, tu saches exactement combien te coûtent tes recettes. Ensuite, un autre levier de rentabilité. Ah, ça a coupé. Est-ce que c'est nous? Est-ce que ça a coupé pour d'autres personnes? Ça coupe? Non, on attend, c'est bon. Ok, je continue. Merci. Donc, pour rentabiliser tes coûts, on va parler aussi de levier de négociation fournisseur. Alors, je pense que si demain, tu appelles tes fournisseurs et tu leur demandes de négocier des prix, de bloquer des prix et tout, vraiment, on va te claquer la porte au nez. Sauf si tu es un méga acteur et que du coup, tu pèses dans le game. Du coup, tu as des leviers de négo qui te sont facilités. Ça va être compliqué, surtout si tu es une petite structure. Donc, les leviers de négociation, il y a les leviers de négociation tarifaires. Donc ça, c'est je centralise beaucoup de produits chez un fournisseur pour lui demander de faire des gestes financiers. Ou alors, je centralise des fournisseurs ou même je vais me référencer chez quelqu'un d'autre en échange de quelque chose. Parce que les fournisseurs aussi, ils ont beaucoup de mal en ce moment. Donc, ils ont aussi envie d'avoir plus de clients. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer à un fournisseur et en échange de quoi? Est-ce que c'est des meilleurs prix pour toi? Ou est-ce que c'est des leviers de négociation d'autres métriques, à savoir de temps, sachant que même s'il y a des gens qui n'aiment pas dire ça, le temps, c'est de l'argent. Donc, si par exemple, tu as un fournisseur qui ne veut pas négocier ses prix, par contre, il veut te livrer seulement le lundi, mais le lundi, c'est
ton jour de mise en place et c'est le jour où ton chef, il n'est pas là. Donc, ça veut dire que tu es livré un jour où tu n'as pas beaucoup de clients, tu dois avoir beaucoup de staff, tu as beaucoup de marge d'erreur sur la rotation de tes stocks et tout. Enfin bref, le lundi, ça marche pas pour toi. En fait, si tu centralises chez ce fournisseur ou en tout cas, s'il va te référencer chez lui, tu lui demandes en échange, est-ce que tu veux pas plutôt me livrer le mardi? Potentiellement, tu vas réussir. Et ça, c'est rentable en fait. Ça, c'est rentable parce que c'est de la réduction de marge d'erreur et c'est de l'économie de temps. Exactement comme ce que Francis disait dans le chat. Ensuite, donc, tu as tes coûts bien en vue et tu les as optimisés ou en tout cas, tu as identifié des leviers de négociation. Tu vas utiliser ta data pour classer tes plats. Donc, utiliser ta data, ça veut juste dire qu'en fait, tu vas te connecter à ton système de caisse. Aujourd'hui, tous les systèmes sont aux normes, donc j'espère que pour ton restaurant, c'est le cas. Et tu vas aller regarder tes statistiques. Donc, quand tu vas regarder tes stats, tu vas classer tes plats dans une petite matrice hyper simple où tu vas avoir la popularité de tes plats. Donc, en haut, ce sont tes plats les plus populaires, en bas, les moins populaires. Et ensuite, ta marge. Donc, c'est la marge que tu fais sur chacune de tes recettes. Le plat qui se vend le mieux et qui marche le mieux, c'est ton best-seller. C'est celui sur lequel tu dois tout miser. C'est celui que tu dois mettre en avant à chaque instant, sur Instagram, sur ta carte, dans le discours client. Le produit qui est ultra populaire, mais sur lequel tu marges un petit peu moins. Pose-toi la question, comment est-ce que je peux optimiser sa marge? Le produit qui n'est pas populaire, mais qui marche beaucoup. Comment je peux le rendre un petit peu plus sexy, etc., etc. En fait, tu vas vraiment, de façon très factuelle, ranger tes produits dans cette petite matrice pour prendre une décision éclairée qui m'amène au quatrième point qui est alléger ta carte. Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle information pour vous, mais une carte un peu plus courte, c'est hyper intéressant pour la rentabilité de votre resto parce que du coup, c'est moins de stock à gérer, c'est une meilleure constance de qualité, moins de formation pour une équipe, une gestion plus facile, moins d'achats à gérer et tout. Donc, si vous avez une carte qui part un peu dans tous les sens ou qui a un produit, vous n'arrivez pas à vous en détacher, vraiment prenez ce conseil, allégez votre carte et faites le test sinon. Faites le test sur une petite période, vous coupez un item et si vraiment ça impacte drastiquement votre activité et que c'est pas bon, vous le remettez et vous changerez de décision. Mais réduire la carte, c'est une action qui est très rentable. Ensuite, je vous ai mis embaucher un ou une graphiste. Ce que je voulais dire, c'était plutôt investissez dans du design de menu. Sachant que le design d'un menu de restaurant, c'est pas... Alors, ça doit être beau, mais avant d'être beau, c'est intelligent. Donc, ça veut dire que quand on prend un menu... Genre, je prends la feuille. Je prends un menu de restaurant qui a une page comme ça. Déjà, les menus qui sont sur une page, c'est des menus qui incitent à la réaction rapide, donc à la prise de commande rapide, mais pas forcément à une grosse prise de commande. Donc, si je vois la carte, je vois que tout est centralisé sur une page, je me dis, OK, il y a un choix réduit, je vais être efficace, je vais passer moins de temps, je vais commander un plat. Sur une carte comme ça, à un pan, le client, il a moins envie d'aller commander beaucoup de choses, donc de vous faire un bon ticket moyen. Une carte sur deux pans, OK, ça devient challenge. Donc, on a deux pages comme ça. Le regard, en fait, il va se poser d'abord sur les hautes pages. Par contre, la zone d'intérêt du client, c'est la zone qui est en haut de la page à droite. C'est un petit peu contre-intuitif parce qu'il y a beaucoup de restos qui mettent leur top item sur le haut de la page à gauche. En réalité, c'est celle de droite. Et ensuite, si vous avez un menu qui est à plus de deux pans, déjà, retour à une ligne en haut, allégez votre carte, mais aussi mettez, emphasez sur les hautes pages. Donc, ça veut dire que vos plats qui sont ultra populaires et qui marchent bien, vous les mettez en haut de la page. Et ensuite, vous demandez à la personne, si c'est pas vous qui vous fait le design de la carte, de faire des jeux d'encart, des jeux de picto, des jeux de couleurs, des jeux de police. Il faut que sur votre carte, sans même lire le contenu, on sache exactement ce qui est important et ce qu'on nous recommande en tant que client. Ensuite, écris, je relis ce que j'écris en même temps. Écris ta carte comme si la vie de ton resto en dépendait. Donc ça veut dire que vraiment, tu vas donner envie dans les descriptifs de tes plats. Donc si tu as un cheeseburger, déjà, quand tu vas lui mettre une description. Un cheeseburger, on sait tout ce que c'est. Par contre, pourquoi est-ce que le tien est spécial? Dans la description du plat, on va aller trouver cette information. Pourquoi il est cool? Est-ce que c'est le fromage? Est-ce que c'est la sauce du chef? Est-ce qu'il y a un truc avec la viande? Est-ce qu'il y a un truc avec le pain et tout? Et du coup, tout simplement, dans la description des items, donc des ingrédients, pardon, tu vas commencer par le plus stylé jusqu'au moins stylé. Souvent, dans des restaurants, vous pourrez faire l'exercice dans votre prochaine virée au resto. Vous prenez un menu et vous regardez les descriptions. Il y a plein de restos qui ne savent pas et qui du coup font cette erreur, mais du coup, quand on regarde la salade, salade César, ça commence par salade, vinaigrette, et après, il y a les toppings. Sauf qu'en fait, moi, dans la salade César, ce qui m'intéresse, c'est les trucs cool. Genre le parmesan, les croutons, le poulet,
c'est pas végétarien. Donc, en fait, la rédaction de la carte, c'est aussi important. Et encore une fois, c'est rentable parce que ça vous permet de mettre en avant certains plats. Donc, en opposition, s'il y a des plats que vous n'avez pas envie de mettre en avant parce que vous voulez tout doucement les sortir de votre carte, bah, vous leur mettez une description un peu boring qui ne va pas donner envie aux clients. Et enfin, vous adaptez votre communication digitale. Donc, comme vos clients, ils vont sur votre page Insta ou sur votre site avant d'aller dans votre restaurant, vous pouvez choisir les visuels. Donc, si votre meilleur produit, c'est ce fameux cheeseburger, il est ultra populaire et c'est votre recette qui marche le mieux, bah, il faut que quand on aille sur votre page Insta ou sur votre site, ça se ressente. Parce que les gens, ils vont voir ça. Et si ça fait de l'attraction, donc ça veut dire qu'ils décident de venir manger dans votre resto, s'ils ont vu 15 cheeseburgers versus 2 salades, potentiellement, ils vont plus prendre votre cheeseburger. Et ça, c'est bon pour la rentabilité. Et c'est bon pour l'estomac aussi. Je fais un mini aparté sur les oubliés du food cost. Donc, imaginez des petits ingrédients qui se perdent en cuisine et qui demandent qu'une chose, c'est d'être comptabilisés et qui demandent d'être valorisés. Les repas et les cafés de l'équipe, et même les vôtres en tant que manager ou fondateur ou fondatrice. Les offerts clients, si vous avez des politiques d'offerts. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir une politique d'offert hyper cadrée. Par contre, ça se calcule. La perte opérationnelle, quand on fait des erreurs en service, quand on fait des erreurs en production cuisine ou qu'on fait trop de surstock. La perte accidentelle, parce que c'est important pour moi de séparer les deux, juste en termes de management. Et là, je pense à une de mes clientes, je ne crois pas qu'elle soit connectée, mais qui s'est fait manger 150 € de pistache par des souris. 150 €, c'est énorme. Ça doit être comptabilisé. Les invendus revalorisés, si vous utilisez des applis genre Too Good To Go ou Phoenix, bah, certes, vous revendez vos invendus, ça rentre dans votre chiffre d'affaires, mais par contre, ça rentre aussi dans la perte. Sinon, vous ne pouvez pas suivre le surstock ou la surproduction. Les essais de recettes, ça, c'est le grand classique. C'est je suis en train de préparer ma carte pour la rentrée, c'est trop bien. Je fais 3 jours de testing recettes. Ça aussi, ça doit compter. Les erreurs d'achat et le pain. Et si le pain, on a toujours dans l'esprit l'impression que ça coûte 3 centimes les 4 kilos, en fait, pas du tout. Et le pain, on en jette beaucoup dans les restos. Donc, tout ça, je veux que vous le comptabilisiez si c'est possible pour vous. Je continue sur un sujet. Alors, il y a une petite question. Du coup, il faut mettre les oubliés en perte. Non, alors la perte, c'est un type de coût qu'il faut comptabiliser. En fait, ce que je te demande, c'est de noter toutes tes pertes et de les valoriser et de les inclure dans ton ratio de coût de matière première. Alors, du coup, on augmente les prix ou pas? Il y a quelques mois, c'était un peu la question que tout le monde se posait. Comment on fait avec les prix et tout? Est-ce qu'on peut les augmenter? Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Oui. Si tu n'es pas, enfin, si t'es plat, si la rentabilité de tes plats est drastiquement impactée, il faut que tu augmentes tes prix. La première façon de le faire, c'est d'utiliser ton ingénierie de menu pour choisir lesquels augmenter. Tous tes plats ne sont pas forcément bons à être augmentés, mais il faut prendre une décision bien éclairée. La deuxième chose, c'est que les clients ne seront jamais contents de voir que leur super fondant au chocolat a été augmenté. Mais par contre, ils sont plus surpris. Donc, c'est important que toi, tu lâches prise un peu là-dessus. Oui, les gens vont être un peu vénères, mais par contre, ça va plus être la surprise et tu vas pas être le premier du quartier à annoncer une hausse des prix. Ensuite, ne le fais pas en cachette. Et là-dessus, du coup, je vous invite à le faire en toute transparence. Il y a beaucoup de restaurants qui ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux pour annoncer la hausse des prix, pour expliquer. Moi, je ne vous conseille pas forcément d'être ultra transparent sur le coût de vos recettes parce que quelqu'un qui n'a jamais géré un resto, si on lui dit ma recette de cheeseburger, elle me coûte 2,10 €, ils vont se dire oh là là, mais la machine de cash, on se fait de l'argent sur mon dos, mais en fait, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, ne soyez pas transparent sur vos coûts de recettes. Par contre, soyez transparent sur le fait que vous avez besoin d'être plus rentable, sinon demain, il n'y aura plus de resto. Et ça, vos clients, ils peuvent le comprendre, tout comme vos employés. Et enfin, faites-le progressivement. Il n'y a aucun intérêt à monter tous vos prix d'un coup, mis à part faire un méga choc thermique à vos clients ou faire flipper vos employés, genre c'est un peu chaotique. Vous avez le droit d'aller sélectionner des items sur votre carte, de les augmenter sur une période, ensuite d'aller en augmenter d'autres, etc., etc. L'idée, c'est que ce soit fluide et que ce soit rentable. J'accélère un peu parce que je suis en train de croquer dans le temps de Louisa. Ok. Sur les slides qui vont venir, j'en sauterai une volontairement, mais je m'étais dit dans la tête que je passerais un petit peu plus rapide. Donc, comme ça, vous ne serez pas frustrés. Quand on parle de rentabilité, on parle aussi du travail de l'équipe. L'équipe, c'est de la productivité. Et la productivité, ça doit se rentabiliser. L'état des lieux du marché de l'emploi, il est assez flippant, mais il y a des solutions qui existent et du coup, je vais vous les apporter.
La première chose à savoir, c'est que pour 100 annonces en ligne, il y a 2 à 3 candidats disponibles. Ça vous annonce la couleur de la concurrence entre les employeurs et aussi la nécessité de devenir un employeur sexy, en tout cas d'être attractif. 70% des candidats dispo ont moins de 25 ans. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quelqu'un qui a moins de 25 ans, alors je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'en ai 30, mais je sais déjà que j'ai des envies de salariat, même si je suis à mon compte, différentes d'une personne qui va en avoir 21, 22, 23. Donc vous mettez dans la tête de la personne parce que vous allez en fait lui vendre une annonce pour l'attirer. Et enfin, un truc qui est hyper important à savoir, si vous êtes fast manager, donc ça veut dire consommateur d'employés, donc vous employez les gens quand ça ne marche pas, vous les remplacez par d'autres personnes et peut-être que ça a marché dans le passé pour vous, sachez que ce fast management, ça a un coût, c'est 25% du salaire d'un salarié. C'est le coût de son remplaçant, donc c'est le temps que vous allez passer à chercher une autre personne, à l'interviewer, le coût des annonces et aussi la perte de productivité de l'équipe qui ne bouge pas et en fait qui voit qu'en fait vous êtes en train de faire n'importe quoi avec les nouveaux. Donc, le turnover, c'est compliqué à gérer, mais ça a un coût et c'est celui-ci. Ok, je passe hyper rapidement sur la marque employeur. Donc, je vous ai mis devenir le resto le plus cool du quartier grâce à la marque employeur. La marque employeur, c'est quelque chose qui va vous permettre de devenir attractif aux yeux des salariés. C'est un mot qu'on utilise depuis très récemment en restauration parce qu'on est un petit peu à la bourre sur certaines tendances managériales et opérationnelles. La marque employeur, en fait, c'est juste une somme de process. C'est tout ce qui se passe entre le moment où vous décidez que vous devez embaucher quelqu'un jusqu'à ce que j'appelle le jackpot et le double jackpot rentabilité, jusqu'au moment où vous allez fidéliser la personne. Donc, ça veut dire que c'est bon, vous l'avez verrouillée, elle est contente chez vous et vous allez passer à des stades de promotion interne. La promotion interne et la fidélisation, ça, c'est rentable. Avoir quelqu'un qui travaille bien, qui fait ses objectifs, c'est OK. Mais par contre, la rentabilité, ça se passe à ce moment-là. OK, fidéliser et rentabiliser. Rapidement aussi sur cette notion. On dit, et je dis aussi, fidéliser les employés, c'est les rentabiliser. C'est un petit peu froid de dire ça, mais quand on regarde les chiffres, c'est important. Des salaires, c'est des chiffres, ça rentre dans vos coûts. Comment est-ce qu'on fidélise et du coup, comment est-ce qu'on ne se retrouve pas à payer ces 25% de salaire en coût de turnover? La fidélisation arrive par la satisfaction et la satisfaction arrive par la reconnaissance. Que vous soyez entrepreneur, manager salarié ou même employé de restaurant, et du coup, c'est aussi valable pour moi et je pense que c'est aussi valable pour Louisa parce que nous sommes nous aussi humaines. La reconnaissance dans notre travail, on peut aussi se la donner à nous-mêmes. Donc, ça veut dire que si vous êtes manager, vous pouvez la donner à vos employés, mais c'est la même logique pour vous. Donc, essayez de répliquer la même chose. Qu'est-ce qu'on doit répliquer? Le cadre de travail. Une équipe qui a un cadre de travail clair, défini et pour lequel, qui est anticipé dans le temps, c'est une équipe qui peut se satisfaire de ce cadre. Ça veut dire que tant qu'elle reste dans ce cadre, elle est contente. Elle sait qu'elle fait du bon boulot. Elle est satisfaite, elle est fidélisée. Ensuite, cette équipe, elle a des objectifs mesurables et timés. Tout à l'heure, je vous parlais des indicateurs de performance. C'est exactement la même chose. Votre équipe, si vous lui annoncez des objectifs, vous lui donnez les moyens pour être autonome et vous faites du suivi, quand elle les atteindra, elle aura d'abord cette première vague de satisfaction de waouh, j'ai fait mes objectifs dans mon cadre de travail, je suis trop content, je suis satisfait. Après, elle aura son feedback de vous ou de son manager et là, on aura vraiment de la fidélisation. Donc, en fait, il faut que vous travailliez à donner ce cadre à votre équipe. Il y a beaucoup de restaurateurs avec qui je communique tous les jours qui ont peur de donner des feedbacks, ils ont peur de dire quand quelque chose ne va pas, mais ils ont aussi peur de dire quand quelque chose va bien. Alors, du coup, je n'avais pas prévu de le dire, mais j'ai une newsletter juste sur ce focus, donc on pourra peut-être vous la communiquer après. Mais retenez bien ça. Je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais je l'adore. Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Ça veut dire que sur la chaîne de la rentabilité de votre masse salariale, il y a vous, le manager, vos objectifs et votre équipe. Si vous êtes un super manager, vous donnez des bêtes d'objectifs, mais votre équipe est mal formée, ça ne sert à rien. Vous êtes un bête de manager, vous avez une bête d'équipe, vous ne savez pas donner d'objectifs, ça ne sert à rien. Vous avez une bête d'équipe, elle a des objectifs clairs, vous ne savez pas la manager, ça ne sert à rien. Et quand je dis ça ne sert à rien, en fait, ce que je veux dire, c'est pas rentable. Et nous arrivons à la fin. Je vous donne 3 stratégies pour attirer. Du coup, on a parlé de fidéliser. Maintenant, comment est-ce qu'on attire les candidats face à tous nos concurrents employeurs? Hier, on pouvait attirer les candidats avec nos beaux yeux. Je ne sais pas si vous vous rappelez la belle époque où on avait des classeurs remplis de CV, on ne savait pas quoi en faire, tellement il y avait de candidatures spontanées. Aujourd'hui, clairement, ça n'arrive plus. Comment on attire les candidats? C'est avec une stratégie d'attractivité. Il y a 3 pivots que je vous recommande à partir de maintenant. Salaire. Une étude a prouvé au premier trimestre 2023 que la moitié des restaurants avaient revu la rémunération à la hausse. Donc, ça veut dire que si les autres l'ont fait, je vous recommande aussi de le faire.
Ils ont amélioré les horaires. Et une dernière chose, c'est 30% des restaurants ont annoncé, c'est vraiment une info que j'adore, qu'ils s'ouvraient à recruter des nouveaux profils. Ça veut dire qu'ils vont s'engager à former, ils vont s'engager à donner des moyens à des personnes qui ne sont pas qualifiées. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a 2 à 3 candidats dispo sur 100 annonces. Ce sont des candidats qui sont qualifiés. Donc imaginez la somme de candidats qui sont non qualifiés, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne les qualifier. Donc ça veut dire qu'ils rejoignent votre resto et tout le monde est content. Donc en 2023, le restaurateur le plus cool, il travaille pour ses employés et non plus l'inverse. Est-ce que tu veux que je parle de la croissance ou est-ce qu'on... Vas-y, t'inquiète, j'irai vite sur la suite. Je suis trop désolée. J'étais trop contente. C'est très bien, encore mieux. Ok. Mon dernier point, donc, hyper rapide, la croissance. Qu'est-ce que c'est? Acheter de la croissance, c'est investir dans l'espoir d'aller récupérer un retour sur cet investissement. Il y a des façons il y a des croissances dans lesquelles investir qui vont vous ramener du flux client. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, on est dans un cadre où on est en train de parler de rentabilité. Et du coup, moi, je voudrais vous parler de la bonne croissance à acheter. Et du coup, je vous invite à regarder sur la partie droite du slide, c'est The Good Guide. Quelle est la croissance dans laquelle je vous conseille d'investir pour cette année? Des outils organisationnels. Donc, si vous n'en avez pas encore et que vous hésitiez, je vous confirme que c'est une bonne stratégie. Gagner du temps, gagner de l'argent. Ayez des outils qui vous font un petit peu plus plaisir au quotidien, que votre équipe kiffe encore plus. Diversifiez vos canaux de vente. Si vous avez des bonnes recettes sur place, vous avez potentiellement des bonnes recettes en vente à emporter, sur Deliveroo, en B2B. Investissez dans votre marque employeur. Donc, devenez le resto le plus attractif du quartier et chopez tous les CV. Améliorez votre parcours client. Soyez plus productif, ayez moins d'irritants. Rendez vos clients encore plus heureux. Et investissez dans des outils que j'appelle Marcom, donc marketing et communication. Et du coup, je peux enfin passer la main à Louisa. Donc, des outils comme Malou. C'est très bien. Mais de toute façon, je parle très vite, donc je pense qu'on sera dans les temps. Et en plus, on a pu poser des questions au fur et à mesure, donc ça va être bien. Moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'une fois qu'on a bien stabilisé et maîtrisé la gestion de ses coûts, comment est-ce qu'on fait pour attirer plus de clients? Ma première question, c'est est-ce que vous savez la proportion des gens à peu près qui recherchent leur restaurant en ligne? Est-ce que vous avez un doute? Enfin, une idée plutôt. Moi, je sais. Ouais. Ouais, les chiffres aussi entre 80 et 4, les derniers chiffres d'études, c'est entre 80 et 90. Donc, nous, on estime que c'est plutôt 90 parce que même en fait, quand on pousse la porte d'un restaurant qu'on a vu parce que c'était sur le chemin de notre promenade, le réflexe que remarquent les restaurateurs maintenant, c'est qu'en fait, les gens vont sortir leur téléphone, vérifier les avis avant de pousser la porte du restaurant. Donc, même quand on a un emplacement numéro 1, en réalité, la e-réputation, il faut quand même la travailler. Et donc, quand on est un restaurateur, on a 2 manières principales d'acquérir des clients sur Internet. Soit on va toucher les gens qui recherchent par besoin. Exemple, vous avez un super restaurant avec une terrasse à Antony, et ben, je vais chercher un restaurant avec une terrasse proche de la gare d'Antony ou du centre-ville. Et donc, pour ça, il faut que j'ai un bon référencement local. Et la deuxième manière, c'est vous avez une marque super forte. Vous êtes Big Mama ou même McDonald's qui ont une marque très très forte. Et là, en fait, je ne sais pas que je cherche une pizza ou un burger, c'est que je cherche Big Mama ou McDonald's. Dans les deux cas, ça se passe sur Internet. Donc, pour toucher les gens qui recherchent par besoin, il faut travailler son référencement local. Est-ce que vous savez ce que c'est que le référencement local à la différence avec du référencement naturel? Les restos Malou, interdiction de répondre. Alors non, le SIA, c'est le référencement payant. Nous, ici, on va parler que du naturel. En fait, quand on est à un restaurant, ici, quand on fait une requête, donc là, j'ai pris un exemple, c'est un peu flou, mais j'ai fait comme si on recherchait un restaurant végétarien dans le 3e. Ici, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir en haut la Maps de Google, que vous voyez. J'ai 3 fiches d'établissement. En réalité, j'en ai une 4e qui, là, est sponsorisée. Donc ça, c'est du SEA Maxime. Et après, j'ai une série de liens qui apparaissent. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, parmi tous les liens de la première page, je vais avoir que des agrégateurs type de Fork, le petit futé, ou des médias. Et donc, ça veut dire que quand je suis un restaurant et même un groupe de restaurants, investir sur le référencement naturel de mon site web, ça ne va pas me ramener de business. Parce qu'en fait, ça implique que je vais devoir rentrer en compétition avec des mastodontes
tels que TheFork ou TripAdvisor ou des gens comme ça, ils ont tellement d'avance en SEO que ça va me coûter des milliers et des milliers et des milliers d'euros et je ne vais même pas remonter au-dessus. Donc, ce n'est pas une opération rentable. En revanche, si je travaille mon référencement local, qui est lui aussi un référencement naturel, là, en fait, ça va être le screenshot, le petit carré de gauche, où là, je vais être en compétition avec d'autres établissements. Parce que Google comprend que je recherche un établissement. Et un établissement, qu'est-ce que c'est? C'est une adresse, un numéro de téléphone, des horaires, des avis clients. Et donc, c'est important de bien travailler ce référencement local-là de son établissement. Donc, ça veut dire que si on a 10 établissements, ben, en fait, il faut travailler 10 fois son référencement local parce qu'on a 10 entités vers lesquelles on veut générer du business. Et au-dessus, là, on voit, on a un restaurant qui apparaît en sponsorisé. Donc, celui-là, il a payé pour apparaître là. Ça se fait de plus en plus. Nous, on recommande vraiment de... Il a payé, mais en réalité, tous ceux qui sont en dessous, à part Well and the Moon, ils ont de meilleures notes. Donc, en réalité, les gens, ils regardent, la première chose qu'ils regardent, c'est les notes et le nombre d'avis. Et donc, ils vont cliquer sur ceux qui ont les meilleures notes. Donc, pour remonter en haut de ces mots-clés, bah, il faut connaître ces mots-clés. Qu'est-ce que nos clients potentiels vont utiliser comme terme pour qualifier leurs besoins auxquels je suis supposée pouvoir répondre? Et comment est-ce que je vais montrer à Google que je suis le meilleur résultat de recherche pour ceux qui veulent un resto végétarien dans le troisième? Donc, pour ça, ça passe par plusieurs étapes. La première chose qui est indispensable, c'est de veiller à afficher des informations cohérentes en ligne partout où vous existez. Ça veut dire, et ça, je vous mets au défi, ceux qui ne sont pas sur Malou, de vérifier vos horaires sur Google, TripAdvisor et Facebook et les pages jaunes, si vous avez une page qui traîne. Dans 80% des chances, il n'y a pas la même histoire en termes d'horaire. Et même si on se trompe de 10 minutes, on peut se dire, ah bah ça, c'est pas grand-chose. En fait, c'est les 10 minutes qui vont nous faire perdre la crédibilité aux yeux de Google. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est de montrer plein de signaux récurrents à Google qu'on ait un bon résultat de recherche. Donc, ça veut dire qu'il faut produire du contenu avec des mots-clés pour draguer les robots de Google. Et donc, ce contenu, où est-ce qu'on le produit? On va le produire sur les posts Google. Donc, on peut faire des posts Google dans vos accès propriétaires au moins hebdomadaires, c'est important. Il faut également rédiger des descriptions riches en mots-clés sur toutes les plateformes où on existe. Et quand on répond aux avis clients, c'est intéressant de glisser des mots-clés dans la réponse parce qu'en réalité, les robots de Google, ils vont lire les avis, mais ils vont aussi lire la réponse. Et donc, au-delà de répondre aux avis clients avec des mots-clés, il faut déjà en avoir des avis clients. Et c'est très commun de voir des restaurants avec 100, 200 ou moins avis sur Google. Et parfois, 200, c'est le nombre de clients qu'on reçoit en 5 jours. Et le resto, il a 3 ans. Donc, il y a un gros décalage entre le volume de personnes qu'on reçoit et le nombre de personnes qui prennent le micro pour mettre un avis en ligne. Donc ça, c'est une tendance qu'il faut contrecarrer. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à ses clients de vous laisser des avis parce que ça pèse pour à peu près 20% du poids de la visibilité de votre fiche Google. Donc, ça va être important pour nourrir le référencement qu'on a vu juste au-dessus. Et ça va être important également pour renforcer sa crédibilité aux yeux des internautes. Et évidemment, tous les avis clients, en fait, il faut prendre le temps d'y répondre. L'autre élément en ligne qui va être important pour devenir visible et attractif, c'est les réseaux sociaux. Je pense que vous devez à peu près tous avoir une page Instagram et peut-être une page Facebook. C'est important que, un, ça existe, et deux, qu'on partage du contenu de qualité. Donc, au même titre que investir un petit ticket sur du graphisme pour améliorer son menu, investir un petit ticket sur ou vous aimez bien la photo et vous achetez un bon téléphone et vous faites vos photos et ça marche très bien, ou vous passez par un photographe professionnel, mais c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir une communication efficace en ligne si on partage du contenu de mauvaise qualité. Et donc, au-delà du contenu, la qualité du contenu qui peut être photo ou vidéo, il faut également maîtriser des codes des réseaux sociaux pour que nos contenus puissent marcher plus vite. Donc, les codes, ça veut dire, par exemple, utiliser des hashtags qui sont en réalité les mots-clés des réseaux sociaux. L'autre élément aussi qui est important, c'est la partie localisation. Instagram est en train d'investir beaucoup pour commencer à concurrencer un petit peu Google sur la partie localisation. Et donc, pour ça, quand vous faites un post, pensez vraiment à chaque fois à bien indiquer l'adresse du restaurant, à mettre le restaurant. Et en fait, l'adresse, c'est celle qui est renseignée sur votre page Facebook. Donc, même si vous n'alimentez pas Facebook, vous allez pouvoir avoir l'adresse sur Instagram. Et ça, c'est super important parce que les gens, maintenant, on peut cliquer sur Instagram, si on clique sur la petite loupe, je n'ai pas mon téléphone, mais sur la petite loupe en bas, en haut à droite, il y a un petit pin. On peut cliquer sur le petit pin
et il renvoie vers la map. Et donc, je peux voir tous les établissements qui sont à proximité de moi. Mais donc, je les vois parce qu'ils ont fait des posts ou des stories localisées. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, pour que ça marche, il faut partager du contenu régulier. C'est sympa de faire une jolie vitrine. Une fois, on fait une quinzaine de photos qui marchent bien. Mais si après, on ne produit plus rien, ben, en réalité, votre contenu, personne ne va le voir. Et c'est important ici de modérer. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend la peine de vous laisser un commentaire, de vous envoyer un message, c'est important de lui répondre. Qui parmi vous fait de la livraison sur des plateformes, enfin pas en propre, quoi, sur des plateformes? Ouais. Est-ce que ceux qui font de la livraison, notamment sur Uber Eats, vous avez mis en place le lien webshop? Ça vous dit quelque chose? Non. En fait, je vais vous envoyer le tuto. Bravo Valérie. Je passe pas par les webshops de Uber Eats. En fait, les webshops, qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes client de Uber Eats, chaque commande va vous prendre, enfin, Uber Eats va vous prendre 30% de commission, entre 20 et 30% selon comment vous avez négocié. Et cette commission, qu'est-ce qu'elle rémunère? Elle rémunère le service de livraison, avoir une flotte de livreurs disponibles qui peut venir livrer, etc. Donc, d'une part, le service opérationnel de la livraison. Et d'autre part, la commission, elle va rémunérer l'apport d'affaires. Parce que le client qui commande sur Uber Eats, en fait, c'est Uber Eats qui a déployé des efforts marketing pour aller l'acquérir en tant que client. Donc, en fait, c'est un client Uber Eats. C'est pour ça que vous n'avez pas son nom, son âge, son sexe, son adresse, etc. Vous n'avez pas d'informations personnelles sur lui parce que ce n'est pas vraiment votre client. En fait, c'est celui d'Uber Eats. Et Uber Eats, pour acquérir ce client, eh ben, ils sont allés à coup d'affichage dans le métro, de pubs, de codes promo, de partenariats, de plein d'investissements. Et en fait, cette commission-là, elle rémunère tous les efforts fournis par les plateformes de livraison pour acquérir les clients. En revanche, si vous construisez une marque sympa, forte, attractive, et que du coup, les gens veulent votre restaurant et vous recherchent directement, c'est plus Uber Eats qui vous a apporté le client. C'est vous qui avez généré le client. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, avec un système comme Webshop, si vous générez, vous, le clic de commande, ça veut dire que si vous partagez un bouton de commande sur votre page Instagram, en stories, en Linktree, en message, en whatever, mais c'est vous qui avez envoyé ce lien-là, bah, Uber Eats va détecter que ce n'est pas un client qui est parti chercher lui à coup de marketing, c'est votre client à vous. Et donc, pour ce client-là, la commission, vous allez pouvoir la baisser jusqu'à 15%. Donc, pour ça, il faut créer votre lien webshop et il faut relayer ce lien-là webshop sur toutes vos communications. Si vous faites de la communication, il faut bien veiller à relayer ce lien-là. Je vais vous envoyer juste après Attendez, je vais regarder. Je vais vous envoyer le lien. On avait fait un petit tuto sur comment... Tchac. Voilà, on a fait des articles sur la livraison. Je vais vous les partager ici dans le chat en même temps. Comme ça, vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, lire, apprendre, j'espère, des choses et avoir les tutos pour les webshops. Ce qui va être important aussi et que le digital permet, c'est de piloter la partie satisfaction client. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à de l'analyse sémantique, vous allez pouvoir de manière très... Quand vous n'avez pas beaucoup d'avis clients, en réalité, vous regardez vos derniers avis, vous filtrez les négatifs, vous voyez directement ce qui ne marche pas au resto. Et là, vous pouvez résoudre. Quand vous commencez à avoir un gros volume de clients et que vous commencez à avoir plusieurs établissements, et donc il y a pas mal d'analyses à faire, là, ça devient compliqué d'identifier que la salade de carottes, elle ne marche pas sur les restaurants numéro 2 et comme dans le restaurant numéro 5, le burger végétarien, il cartonne. Donc peut-être qu'en fait, il faut qu'on déploie le burger végétarien dans les autres restaurants. Il y a des analyses comme ça qui sont assez fines et importantes, surtout quand on a un groupe. Et du coup, pour ça, il faut vraiment faire le travail d'analyser quantitativement et qualitativement ses avis clients. Et ensuite, du coup, corriger ce qui marche moins, insister sur ce qui marche mieux, le répliquer et pouvoir servir des clients heureux et avoir un business pérenne. Parce que comme l'a bien dit Laurine, c'est plus compliqué. Ça coûte plus cher de faire revenir à chaque fois des nouveaux plutôt que d'avoir ces clients fidèles qui reviennent. Et donc, c'était aussi un petit office de conclusion, comme ça on a quelques minutes pour les questions. Et du coup, la conclusion de nos discussions de préparation avec Laurine et de notre webinaire, c'est que l'enjeu, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les marges et les satisfactions. Et la satisfaction, et en fait, la satisfaction, en réalité,
c'est le client, évidemment, mais c'est aussi vous, en tant que gestionnaire, et votre équipe. Et en fait, dans le triangle, si vous n'êtes pas... C'est pas vraiment un triangle, c'est comme un carré entre des clients heureux, les employés heureux, le business rentable et vous heureux. Et en fait, il faut toujours essayer de maintenir ce carré parfait, non, mais en tout cas équilibré. Parce que si la marge, si à un moment la rentabilité est affectée, bah, vous allez probablement recruter moins, sous-staffer, et donc les employés vont pas être contents, ils vont mal servir les clients et vous allez pas être content. Donc c'est toujours un cercle comme ça qui peut être ouvertueux ou plutôt très négatif. Voilà pour moi. On est arrivé au bout de l'heure de webinaire, mais si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Avec plaisir, Peggy. Ce qu'on voulait mettre en place aussi avec Laurine, c'est offrir, en plus de la session de webinaire qu'on a mise en place, offrir des sessions de double coaching. Donc, 30 minutes de coaching sur la partie de diagnostic et de coaching sur la partie digitale et 30 minutes de diagnostic et de coaching sur la partie opérationnelle. Donc pour ça, ouais, donc c'est un cadeau. Donc ça, on va offrir les sessions. Et parmi les participants aux sessions de double coaching, Laurine va offrir, Laurine va offrir 5 e-books d'une valeur chacun de 50 euros, sur lesquels elle a beaucoup travaillé sur lesquels il y a une petite mention de Malou. Merci Laurine, pour délivrer encore plus de valeur pour les restos. Donc ceux qui sont intéressés, je vais vous demander de m'envoyer un email en me précisant, je vais vous mettre mon adresse mail ici, en me donnant à chaque fois, s'il vous plaît, 3 créneaux de 1 heure sur lesquels vous êtes dispo. Vous êtes dispo, plus le nom de votre restaurant, plus l'adresse. Plus, j'oublie quelque chose ou pas, Laurie? Non, c'est bien, les 3 créneaux et tout. Non, je crois pas. 3 créneaux, il faut compter 1 heure. Le nom de votre restaurant, l'adresse postale, plus si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez les mettre dans le mail, comme ça on pourra prendre de l'avance et faire des vraies sessions spécifiques, des vraies sessions efficaces. Il y a Domitil qui demande si ça marche, si son resto n'est pas encore ouvert. De mon côté, oui, c'est pertinent. Du tien, est-ce que c'est intéressant pour de la sensibilisation, de la planification? Domitil, est-ce que tu avais parlé avec Alex chez moi déjà, non? Je crois qu'il m'avait dit qu'il t'avait parlé. Pas encore? Mais tu as pris rendez-vous avec lui? Ça va arriver? Ok. Bah, du coup, ça vaut le coup. Tu peux quand même envoyer le mail et du coup, je te brancherai avec Lorraine pour la session de 30 minutes. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte de savoir ce qui se passe dans vos restos. Super. Eh bien, écoutez, merci à tous. Ouais, ce sera en visio, Valentin. J'espère que ça vous a été utile. Je vous ai mis le lien LinkedIn de Laurine, je crois, tout à l'heure. Je vais vous mettre le lien de Malou aussi, si vous voulez nous suivre. On partage beaucoup de contenu de webinaire pour les restaurateurs. Si j'arrive. Trop cool. Trop bien si c'était utile et concret. J'essaye de réfléchir. Est-ce que je mets... Alors, si du coup, il y a des personnes qui ont déjà un resto qui sont encore connectées, je peux vous mettre aussi, si vous voulez encore plus de ressources gratuites et offertes, le lien de mon podcast. C'est 100% resto. Donc, gestion de resto, marque de resto. Enfin, bref, on y parle de tout. Je vous mets les différents liens. C'est totalement gratuit. Et je pense qu'il y aura plein de trucs intéressants pour vous. Et voilà. Et sinon, on se retrouve tous sur LinkedIn, peut-être. Super. Merci à tous. Merci de ton invite. Avec plaisir, Laurine. À bientôt. Bonne journée à tous. Bye. Attends, il y a encore des... Ah oui. Sylvain qui dit, je rajoute au passage une présence en ligne de qualité et valoriser la marque employeur. Complètement d'accord. Et oui. Merci. Au revoir. Merci.